Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans Épicerie Fine. Cette semaine, nous partons dans la Drôme, et plus particulièrement dans le Valentinois, et on se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Pour cette virée dans le Valentinois, seront au rendez-vous Nathalie Blachon dans ses vergers de noix et de noisettes et Jean Esprit dans ses vignes pour la production de Crozes-Hermitage. Histoire 2 nous conduira aux origines du Suisse de Valence. Puis nous retrouverons les équipes de l'INRAE autour d'un projet inédit, les jardins circulaires. On poursuivra avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, d'eau de pintade rôti, marron et chou vert, jus au thym. Et on commence tout de suite par Itinéraire paysan. Bercé par l'Isère et la Drôme, le Valentinois est une plaine alluviale traversée par le massif du Vercors qui abrite de discrètes collines et forêts. Le climat méditerranéen et les minéraux qu'offrent les pierres à la terre lui confèrent une abondance de vergers et de vignes prestigieuses. Dans le nord de la région, à Montmiral, Nathalie Blachon s'affaire au ramassage de noisettes avec ses machines sur les 4 hectares de son exploitation allouée à cette culture. Vous voyez, elles sont toutes en train de tomber là. On est vraiment en pleine maturité. Elles tombent naturellement. On les ramasse au sol. Donc la noisette peut attendre, on va dire, une semaine, pas de problème, au sol. Si le temps est un peu humide, la coquille va colorer un petit peu naturellement. C'est pas très grave parce qu'à l'intérieur, ça ne bougera pas. Pour choyer son verger, Nathalie privilégie l'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique. Les noisetiers sont plus ou moins productifs selon la saison. Leur pollinisation se fait avec le vent et devient plus difficile lors des années pluvieuses. Vous avez un chaton, donc c'est plein de petits paquets de pollen qui se sont formés l'année passée, qui ont fleuri en janvier, qui ont permis à cette petite noisette de pouvoir grandir et mûrir jusqu'au bout. Pas besoin d'agir sur la pollinisation, elle se fait toute seule par le vent. Les années où il pleut, c'est un petit peu plus compliqué. La pollinisation se fait moins parce que le pollen est plaqué au sol plus rapidement et les échanges se font moins bien. C'est Nathalie qui est à l'initiative de la plantation de noisetiers sur cette exploitation familiale qu'elle a repris en 2008. Son grand-père a fait naître ici un premier verger de fruits que son père a agrandi avec la production de noix et commercialisé depuis les années 90. J'ai repris l'exploitation de mon père en 1976, qu'il a tenue de son grand-père, qu'il avait acheté en 1920. Quand il y avait mon frère qui a aidé sur l'exploitation, avec mon père, ils avaient essayé de faire de la châtaigne. On a quelques châtaigniers dans nos régions. Et du coup, à mon tour, quand moi je suis arrivée sur l'exploitation, j'ai voulu essayer la noisette. Puis moi, j'aimais bien ça. Les jeunes qui s'installent ont toujours un projet nouveau à mettre en place. Alors, elle y pensait déjà à la noisette depuis longtemps, puisque quand on commercialisait nos noix, on nous demandait toujours si on n'avait pas des châtaignes et des noisettes. Et Nathalie a fait une formation et un stage dans ce domaine, ce qui fait qu'en 2008, quand elle s'est installée, elle a fait une première plantation de noisetiers, ceux dans lesquels on est maintenant. Je suis à la retraite, et quand je fais quelque chose pour ma fille, ce n'est pas du travail. Je continue à faire passionnément ce que j'ai fait toute ma vie. Une fois ramassées, les noisettes partent à l'atelier de Nathalie pour être triées. Non, t'es bien là. Ouais, comme ça, si tu veux. Tourne un peu maintenant, ça devrait aller. On les vide dans la première trémie qui est là, pour qu'elles arrivent ensuite dans cette colonne. C'est une colonne où il y a de l'air qui est propulsé par en dessous. Donc tout ce qui est léger, ça va partir dans le sac. Dans cette machine, feuilles et branches sont isolées. Puis un premier tri à la main permet de retirer d'autres impuretés comme les cailloux. Les noisettes sont séchées et passent dans un tamis, une colonne asymétrique, pour écarter les noisettes cassées ou véreuses. Dans le sac à côté, ce qui passe, c'est celles qui sont un peu plus légères. Donc celles qui sont en involucre, qui ne sortent pas, là, il n'y a rien dedans. Celle-ci, elle était véreuse. Celle-ci, elle est tachée, donc elle n'a pas dû arriver jusqu'à la maturité. Les noisettes imparfaites sont isolées pour la fabrication d'huile ou pour être vendues décortiquées. Une fois triées, les belles noisettes partent à l'emballage. Dans son atelier, Nathalie prépare des petits paquets de 250 grammes.
Dans la famille, on aime bien dire que la main qui vous tend le filet aujourd'hui, c'est la main qui a planté le noyer ou le noisetier quelques années auparavant. Voilà, c'est tout sur l'exploitation de A à Z. On aime bien les couver, nos petits noyers, nos petits noisetiers, et ils nous le rendent bien, on est bien contents. À quelques kilomètres de là, près de Valence, à Pont-de-l'Isère, les vendanges viennent de se terminer. Jean Esprit s'affaire au contrôle et à l'entretien de ses vignes. Là, on commence un petit peu donc, à restructurer les vignes, à les préparer un petit peu à l'hiver. Donc on enlève un petit peu les rameaux non désirés et on prépare un petit peu le repos de la vigne. Donc là, ce sont des jeunes vignes qui ont un enracinement justement un petit peu moins profond. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que justement elles souffrent un petit peu plus donc, de la canicule. Sur ces parcelles, 14 hectares sont destinés à la production de vin rouge issu du cépage Syrah et à l'appellation Crozes-Hermitage de la vallée du Rhône Nord. Le réchauffement climatique et les printemps de plus en plus chauds obligent Jean à vendanger avec 15 jours d'avance cette année. La typicité de nos sols, donc, ce sont vraiment donc, des galets roulés qui ont été amenés justement donc, par le Rhône, donc il y a des millions d'années. L'intérêt justement de ces galets, c'est qu'ils emmagasinent donc, la lumière le jour et restituent donc, la chaleur donc, la nuit au niveau des grappes, d'où une maturité plus précoce au niveau des raisins et qui est vraiment intéressante pour la qualité de nos vins. Amoureux de la nature, Jean conserve de vieilles vignes sur son exploitation dont les plus anciennes ont une centaine d'années. Donc là, nous nous trouvons donc, sur une parcelle où nous élaborons notre cuvée emblématique, donc notre cuvée Le Zouave. Là, la plantation date des années 50. Donc on est vraiment sur des vignes justement qui ont un enracinement donc, très profond et qui vont chercher loin justement leurs réserves. Là, on peut distinguer justement la forme de la souche, assez sinueuse. On arrive justement à avoir une production qui reste quand même assez correcte malgré l'âge des vignes, ce qui nous permet justement d'avoir de beaux raisins pour élaborer donc une belle cuvée haut de gamme. Intéressé par la nature et le vin depuis le collège, Jean s'est vite orienté dans des formations viticoles et œnologiques. Son cursus lui a permis de travailler dans différents domaines en local, puis en régional, jusqu'à pousser sa curiosité dans d'autres hémisphères. J'ai pu donc vinifier également donc, en Nouvelle-Zélande, où là j'ai pu donc justement apprendre de nouvelles méthodes de travail, d'autres philosophies au niveau du vin, pour se faire un petit peu son idée et revenir un petit peu à terme donc, sur la propriété pour élaborer justement un vin avec plein d'amour et plein d'idées différentes issues du monde entier, quoi. Pour Jean, revenir sur la propriété familiale était une évidence. En reprenant la suite de son père en 2017, son objectif était de mettre en valeur ses vignes et ses cuvées. Car le domaine Esprit date de 1909 et Jean en est la 5e génération. Il se rend au pressoir pour procéder à l'étape de décuvage de son raisin. On le met sous la 2. Allez. Donc la cuve, c'est tout bon, hein, Flavien, hein, t'as tout branché. Donc là, je viens d'ouvrir la cuve, justement. Donc l'idée, c'est vraiment que les vapeurs d'alcool s'évaporent, parce qu'on va rentrer à l'intérieur pour aller chercher justement les baies un petit peu plus loin pour alimenter le pressoir. Cette opération se déroule en fin de fermentation. Les raisins présents dans ces cuves sont issus de vendanges qui ont eu lieu il y a 3 semaines et leurs sucres se sont transformés en alcool. Les baies qui sont justement donc, pas complètement encore extraites, il reste encore un petit peu de jus à l'intérieur, donc ces baies vont être récupérées. Voilà, on les réceptionne avec le tapis de réception qui nous permet d'alimenter ensuite donc, le pressoir pour permettre d'extraire justement le jus de presse. Voilà. Donc ça, c'est l'opération ensuite de pressurage. Cette cuverie, c'est Jean qui l'a lui-même fait construire lorsqu'il a repris l'exploitation. Son investissement traduit un désir de production pérenne. À Montmiral, le travail de Nathalie n'est pas terminé car son produit phare, c'est la noix. En attendant la prochaine date de cueillette annuelle des noix AOP de Grenoble, d'au moins 28 mm de diamètre et dans leurs coquilles, les invendus de l'année dernière passent au cassoir. Alors que les coquilles sont retirées dans un palox, les cerneaux de noix passent dans une mondeuse pour être décortiqués. Nathalie procède ensuite au tri manuel et visuel avec son associé pour mettre de côté les cerneaux moins esthétiques destinés à la fabrication d'huile.
Le reste va être trié une seconde fois. Donc tout ce qui est entier et brisé, on les repasse sur la table parce que ça finit pour le client particulier, pour les boulangeries, les pâtisseries. Donc là, il faut que ça soit sans coquilles surtout. Et on enlève les plus colorés parce que pour certains produits, on est en catégorie extra, donc il faut que du blanc. Les cerneaux seront vendus à des chocolatiers, des pâtissiers ou en vrac pour les particuliers. Jusque dans les années 90, le père de Nathalie fournissait les coopératives. Les noix étaient ramassées, lavées, séchées et vendues. Mais il a voulu valoriser son temps de travail en incluant le triage à la main, comme les énoiseuses d'autrefois, et en privilégiant les circuits plus courts. La première calibreuse à cerneaux, elle nous a, on va dire, dégrossi le travail. On a besoin de repasser derrière parce que dans les entiers, on a encore toujours quelques brisés. Et puis on cherche à toujours faire mieux que la machine. Les cerneaux colorés, il pourrait y avoir des machines pour le faire, mais le travail n'est pas aussi bien que nos 10 petits doigts. Dans cet ancien atelier de fromager, Nathalie se réserve une petite partie de noisettes et de cerneaux de noix pour réaliser un produit dérivé, la grignotte. Mon petit produit phare qu'on ne trouve pas forcément ailleurs parce que la plupart des cerneaux sucrés que vous aurez, c'est la recette du chouchou, grosso modo. Là, c'est un autre process de fabrication. Donc, c'est mes petites grignottes sucrées, voilà. Soit avec les noix, soit avec les noisettes, peu importe. Ça rend toujours aussi bon, de toute façon. Voilà. La recette est simple. Les noix et noisettes sont enrobées de sucre avant d'être passées au four. Et bien voilà, une fois passé au four quelques minutes, le sucre a bien adhéré, il n'y a plus qu'à les manger. Jean se rend dans la nouvelle cave du domaine Esprit. Il y vérifie l'état de ses vins, comme ce Gros Hermitage blanc, très peu connu. Il est important de le goûter car les vins changent au fil de l'élevage et Jean y cherche des saveurs bien précises. On va être sur des arômes plutôt floraux, des fruits à coque aussi également. On a un côté un petit peu mielleux qu'apporte la roussanne. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vin complémentaire au niveau aromatique, qui a un petit peu de structure, avec une belle élégance, qui pourra accompagner donc de jolis plats, plateau de fruits de mer, viande blanche, poisson. Mais l'idée, c'est qu'on garde également donc de la fraîcheur et de l'attention pour qu'on puisse le servir également donc, à l'apéritif. La dégustation du précieux millésime se fait en famille pour une raison bien précise et avec un vin très particulier, le zouave. Donc pourquoi le zouave? Tout simplement parce qu'il s'agit en fait de mon arrière-arrière-grand-père. C'est lui en fait qui, en rentrant de son 4e régiment des zouaves, est venu s'installer ici, a acheté la plupart des parcelles qu'on a actuellement et a démarré l'activité avec le domaine. Donc une photo de 1942 où on aperçoit donc ma maman, mon grand-père qui est sur la gauche, et on aperçoit donc également l'arrière-grand-père qui est caché par la bouteille. Et donc sa petite fille qui est à côté de moi. Stimulant les papilles, ce millésime est pour la famille Esprit un voyage dans le temps, faisant la fierté de la grand-mère de Jean. C'est un peu d'émotion quand on le goûte, quand ça fait repenser à lui. Oui, c'est vrai, c'est bien. Une belle cuvée hommage. C'est bien que mon petit-fils lui ait rendu hommage comme ça. Aux zouaves. À notre ancêtre. Le Valentinois a l'allure d'un long fleuve tranquille, permettant aux nouvelles générations de prendre une relève moderne, tout en gardant en ses terres le souvenir des ancêtres. Dans Histoire de, un petit sablé nous est conté. Il est un gâteau devenu emblème de la ville phare du Valentinois, le Suisse de Valence. Ce sablé serait l'œuvre d'un boulanger de la région qui, en 1799, voulut rendre hommage au pape Pie VI, décédé cette année-là dans la commune. Prêté en Italie en 1798 par les soldats de la Première République française, alors dirigée par un certain Bonaparte, Pie VI, âgé de 80 ans, termine son périple emprisonné dans une citadelle du chef-lieu de la Drôme. Le Suisse de Valence symbolise la captivité de Pie VI au travers de sa forme de petit soldat et surtout de son costume inspiré de la garde suisse pontificale. Le petit sablé est célébré chaque année lors des rameaux, notamment par les chevaliers de la confrérie du Suisse de Valence, avec un moment de partage attendu autour d'un Suisse de Valence géant.
Une histoire aussi savoureuse que ce biscuit craquant et moelleux à l'orange et à la fleur d'oranger qu'il convient de dorer avec un soupçon de miel pour encore plus de plaisir. Un projet zéro pesticide et bien pensé, voilà les ingrédients d'un cercle vertueux dans l'écologie en action, focus sur des jardins circulaires et prometteurs. À Gautron, des cercles géants se dessinent sur le sol. Il ne s'agit pas de crop circles, mais d'un dispositif expérimental de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le projet Z. 25 personnes, dont Sylvaine Simon, travaillent sur ce site dans l'objectif de repenser l'espace de production de fruits grâce à des régulations naturelles. Ce projet Z sans pesticides vise à produire des fruits dans un espace de production revisité. Et ce projet, c'est aussi produire des fruits. Donc cela fait partie de l'expérimentation, de vérifier dans la durée qu'est-ce qu'on produit, avec quelle qualité, quelle régularité, et puis de voir si on a des dégâts ou pas de ravageurs et de maladies sur ces fruits dans cet espace de production qui est sans pesticides, sans utilisation de pesticides. Les cercles de ce verger expérimental ont chacun leur propre fonction. Le but est de limiter les ravageurs et les maladies en accueillant des auxiliaires, c'est-à-dire des organismes et des insectes qui vont réguler leur présence. Donc là, nous sommes devant la haie qui entoure le verger circulaire. Donc c'est une haie qui est composée d'espèces forestières principalement. Et donc on a deux lignes. On va avoir sur l'extérieur des arbres de Auger. Donc ce sont eux qui vont faire la fonction de brise-vent. Et puis sur cette ligne, on va plutôt avoir des arbustes de biodiversité pour les auxiliaires. À certains moments de leur cycle, ces auxiliaires vont avoir besoin d'autres ressources, du pollen, du nectar. Et ça, on essaye de leur proposer, par exemple, en ayant des espèces qui fleurissent tout au long de la saison, dans notre haie de bordure qui est favorable à la biodiversité. Pour renforcer la biodiversité, des zones de plantes aromatiques sont installées le long des chemins pour attirer les auxiliaires grâce à leur floraison. Le romarin, la sauge ou le lavandin auront également le rôle de répulsif contre les pucerons, par exemple. Donc là, on a un opilion. C'est un prédateur généraliste qui va manger un grand nombre de proies. Et puis il y avait également un adulte de cirfe qui volait. Donc là, c'est la larve qui va être une grande spécialiste des pucerons et qui va nous nettoyer les foyers de pucerons. Le deuxième cercle est constitué de pommiers dont les variétés ont été choisies pour limiter l'installation de pucerons ou éviter la présence de vers grâce à la récolte précoce des pommes. Le troisième cercle, lui, est la zone barrière, composée d'un petit ensemble d'arbres et d'arbustes fruitiers. En franchissant les framboisiers, figuiers et grenadiers, on arrive enfin dans la zone interne du verger, composée de 6 cercles intérieurs qui abritent toutes les variétés d'arbres pour la production. Ces 6 cercles intérieurs dans le verger sont en fait organisés en spirale d'espèces fruitières. Alors, comment ça se passe ? Donc, sur ce schéma, on voit par exemple que l'abricotier qui est en orange décrit une spirale qui nous permet d'avoir un trajet en continu et puis de sortir de la parcelle tout en ayant travaillé en permanence sans trajet à vide. Donc, ce système de 6 spirales emboîtées nous permet finalement d'avoir les mêmes nombres d'arbres par spirale et donc les mêmes volumes à peu près de fruits à valoriser. Dans ce verger, tout est mis en place pour attirer la faune. Cette mare au centre du site, ces tas de bois et de pierres, ces abris et ces perchoirs qui permettent aux fouines, chauves-souris, amphibiens, reptiles et insectes de faire la chasse aux campagnols et autres ravageurs. Cette expérimentation nécessite une surveillance régulière de la part de Sylvaine qui réalise des observations rigoureuses sur le site. Avec ma collègue Solène, on est en train là de faire un relevé de bancs de piège. L'idée, c'est de compter les insectes qui vont se réfugier dans cette bande piège. Donc on voit pas mal de forficules, les perce-oreilles, et puis on va compter maintenant les araignées. Ce projet est maintenant devenu partie intégrante de notre quotidien. Donc c'est un verger
où on réalise, comme dans un verger classique, plein d'opérations culturelles, mais c'est également un verger où on va observer énormément de choses pour comprendre ce qui s'y passe. C'est également un verger où on est toujours en train d'innover, de repenser les choses pour l'améliorer. Et c'est quelque chose qui est vraiment très riche également au plan humain parce que c'est tout un collectif qui va le porter. L'équipe sur le site, mais également tous les partenaires qui ont fait le pari de nous accompagner dans cette aventure. Le projet Z a été mis en place en 2018. Il faudra donc attendre encore une quinzaine d'années pour l'évaluer et pour qu'il devienne un verger imposant et abondant. Afin de poursuivre cette escapade, prenez 2 minutes pour découvrir les 4 adresses que nous avons sélectionnées pour vous. Le village de Barbière doit sa singularité à sa situation géographique. Situé au pied du massif montagneux du Vercors, il est dominé par ses falaises et par les ruines du château de Pellafol. Édifié autour de la rivière de la Barberolle, vous pourrez flâner dans ce décor pittoresque ou partir en randonnée pour prendre de la hauteur. En plein cœur de Valence, les 700 arbres du parc Jouvet s'offrent aux promeneurs. Inauguré en 1905 par le président Émile Loubet, ce parc est inscrit à l'inventaire des monuments naturels et sites à caractère artistique. 7 hectares avec bassins, canaux, ménageries et arbres de collection aux essences rares promettent détente et reconnexion à la nature. Au départ de Romans-sur-Isère, partez pour une balade le long des canaux. Dépaysement et découverte des vestiges du passé ou des usages de l'eau au cours du temps sont au rendez-vous de cette promenade bucolique. Il ne vous reste plus qu'à suivre les sentiers construits pour préserver la richesse naturelle de ce site. Depuis Tain-l'Hermitage, un sentier de grande randonnée vous permet de faire le tour du pays. Vous pouvez aussi le morceler en plusieurs parties correspondant aux 4 contrées de la Drôme des collines. Une invitation à explorer une mosaïque de paysages au relief doux, praticable en famille et selon les tronçons, à cheval, à vélo ou à pied. On termine avec le chef Guy Martin qui revisite les ingrédients phares du Valentinois. Aujourd'hui, je vous concocte un dos de pintade rôti, marron, chou vert, jus au thym. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 suprêmes de pintade, un chou vert, 150 g de poitrine fumée, 150 g de marron cuit, une pomme golden, 40 g de beurre, une botte de thym, sel fin, gros sel et poivre du moulin, un quart de litre de fond de volaille, un demi-litre de fond de veau, huile d'olive. Préparez les filets de pintade dégraissés, les assaisonner de sel fin et de poivre du moulin. Enlevez les premières feuilles du chou vert, retirez l'écorce des feuilles et faire une grosse julienne avec le reste du chou. Bien les laver et les égoutter. Coupez la poitrine en petits lardons. Coupez les marrons en dés. Prendre une poêle, mettre de l'huile d'olive, chauffer et ajouter les suprêmes de pintade. Les laisser colorer côté peau, ajouter le beurre, le thym, puis retourner les pintades. Bien arroser et les laisser cuire une bonne dizaine de minutes. Débarrassez les suprêmes de pintade, dégraisser, dans la même poêle, ajoutez du thym, déglacer avec le fond de veau, laissez réduire à votre convenance. Dans une casserole d'eau froide, faire blanchir les lardons, c'est-à-dire les plonger, puis à première ébullition, les retirer et les égoutter. Éplucher et couper la pomme golden en dés. Dans une poêle, les cuire avec une noisette de beurre, puis les égoutter. Selon la saison, si vous voulez remplacer la pomme, pensez à l'abricot. Vous faites exactement la même recette et le résultat du succès est garanti. Faire de même avec les marrons. Faire revenir les lardons, puis éventuellement égoutter l'excédent de graisse. Dans une cocotte, avec une goutte d'huile et du beurre, faire revenir le chou vert en julienne. Bien le remuer et ajouter un peu de fond de volaille. Là, le chou est juste revenu en quelque sorte. Si vous voulez quelque chose de plus compoté, laissez-le quelques minutes de plus, tranquillement à cuire. Ajoutez à la fin de la cuisson tous les ingrédients, les pommes, les lardons et les marrons.
Terminez le jus au thym en le passant au chinois étamine et ajoutez une noisette de beurre, rectifiez l'assaisonnement. Pour le dressage, dans une assiette, mettre le chou au centre. Déposez le suprême de pintade coupé en 2 dans le sens de la longueur. Parsemez de fleurs de sel, versez un peu de jus au thym tout autour, décorer et servir. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.